réforme des retraites, de nombreuses questions encore sur cette réforme en évolution permanente. Mais quelques jours avant la grève du 5 décembre, parlons de la question des femmes. Aujourd'hui, les retraites des femmes sont de 40% inférieures à celles des hommes en moyenne. C'est la direction de la recherche et des statistiques qui l'établit. Qu'est-ce qui va changer avec la nouvelle réforme? Le gouvernement affirme que cette réforme s'adresse en priorité à des femmes qui ont des carrières hachées, les plus bas salaires. Mais une étude de l'Institut de protection familiale affirme qu'au contraire, les mères, notamment au-delà de 3 enfants, seront défavorisées par rapport à l'ancien système. Alors, la question, les femmes gagnantes ou perdantes de cette réforme? Pour vous aider à y voir plus clair, pour vous faire votre opinion, place au débat. Avec vous, Valérie Gomez-Bassac, vous êtes députée du Var et porte-parole de La République En Marche à l'Assemblée nationale. Bonsoir. Cyril Chabagnier, président de la CFTC. Bonsoir. Merci. Sophie Binet, merci beaucoup d'être avec nous. Membre de la commission exécutive confédérale de la CGT, vous avez signé une tribune aujourd'hui. La réforme des retraites pénalisera encore plus les femmes, c'est paru dans Le Monde. Et Olivier Babot, économiste, président de l'Institut Sapiens. Nous retrouverons tout à l'heure une députée des Républicains depuis l'Assemblée nationale. Alors, si je récapitule et en regardant un ou deux chiffres, aujourd'hui, les 2 parents bénéficient d'une majoration de leur pension de 10% à l'arrivée du 3e enfant, dans le régime de base, mais également sur le régime du secteur privé, Agir Arco. Mais dans le nouveau système, une majoration est prévue de 5% par enfant dès le premier enfant, attribuée au couple au choix, à l'un ou l'autre, ou par moitié à chaque parent. Je vais d'abord vous proposer d'écouter Édouard Philippe, qui justement essayait de définir un petit peu la place des femmes dans cette retraite. C'était hier. Ce projet va introduire de nouveaux droits. Le droit à bénéficier d'une pension majorée dès le premier enfant. Ça n'existe pas aujourd'hui. Ce droit sera garanti dans le système futur. Voilà, un nouveau droit. C'est votre avis, Sophie Binet ? Non, le problème, c'est que cette réforme induit un recul sur ce qui s'appelle les droits familiaux, c'est-à-dire qui permettent de compenser les inégalités de carrière liées à l'arrivée des enfants. Aujourd'hui, il y a 2 systèmes qui existent. Il y a d'abord cette majoration de 10% pour l'homme comme la femme qui ont plus de 3 enfants. Et puis, il y a également une majoration de la durée d'assurance qui rajoute 8 trimestres pour chaque femme, à chaque fois qu'elle a un enfant. Dès le premier enfant. Dès le premier enfant, à chaque fois, on a 8 trimestres de plus. Et donc, ce que Édouard Philippe oublie de dire, c'est que déjà, les 8 trimestres de majoration par enfant sont supprimés, ils disparaissent. Et donc, la réforme qu'ils font, c'est qu'ils transforment la majoration de 10% quand on a plus de 3 enfants en majoration de 5% au premier enfant, mais au choix pour l'homme ou la femme. Donc si on fait les comptes, ça donne quoi? Qu'un couple qui a 3 enfants, aujourd'hui, il a une majoration de 20% pour le couple, 10% pour l'homme, 10% pour la femme. Demain, ce même couple de 3 enfants, il aura une majoration de 15%, mais pour les 2, donc ça veut dire 7,5% chacun au lieu de 10%. Et puis en plus, il y a une perte de la majoration de la durée d'assurance qu'il y avait auparavant. Donc on voit qu'en global, les droits familiaux baissent. Donc vous dites les femmes sont perdantes. Valérie Gomez-Bassac, c'est quand même un des arguments du gouvernement. C'est bon pour les femmes qui ont des carrières hachées et des bas salaires. Sophie Binet, comme d'autres, disent non, c'est pas bon. Alors déjà, il faut avoir une réflexion globale. Il ne faut pas faire du cas par cas. C'est-à-dire que cette réforme est faite en effet pour les... Essentiellement, alors je ne dis pas que pour les femmes, elle est faite pour les femmes ou pour les personnes qui bénéficient de pensions modestes. 51% de la population, après voilà, tout, hein, c'est pas grave. Pour ça, mais bon, si c'est pour les femmes, c'est très bien. Surtout, moi, je suis d'accord. Voilà, surtout pour les femmes. Ce que je souhaite dire, c'est qu'il faut avoir une approche globale. Donc je sais que ce rapport a sorti certains simulations, etc., ouais, mais qui sont tronqués parce que on ne tient pas compte de tous les paramètres. C'est-à-dire que dans ce projet de réforme qui est annoncé et qui est encore en discussion, donc qui peut bouger dans le bon sens, ce que je tiens à dire également, puisque tout n'est pas fermé, c'est qu'on va tenir compte... Qui peut bouger sur les femmes, par exemple. Mais bien sûr, mais c'est encore une fois... Et sur les droits familiaux. Monsieur Delevoye présentera son rapport final en décembre, vers le 10 décembre. Ensuite, Matignon arbitrera. Donc rien n'est fermé, les discussions sont en cours avec les différents syndicats, donc arrêtons de faire peur. Il faut au contraire rassurer. Aujourd'hui, on a un système que l'on veut universel, on veut une solidarité qui perdure, donc il faut donner les moyens au système de continuer dans le temps.
Donc, qu'est-ce que l'on veut? On veut tenir compte des vies chaotiques. C'est-à-dire que bien souvent, les femmes, eh bien, par les maternités, par les grossesses, par les choix de vie, peu importe, ont des carrières hachées. Oui, mais expliquez-nous, ça veut dire que ces carrières hachées n'ouvraient pas de droit à des trimestres qui permettaient de partir avec tous les droits à la retraite. Tout à fait. Mais ça ne va plus exister. Il n'y aura plus ces trimestres de toute façon. Il y aura des points qui seront liés à la quantité de travail effectuée, c'est ça? Tout à fait. Et les congés de maternité, on en tiendra compte à 100%. Donc ce sont des avancées. Il y aura des points pour les congés de maternité. Tout à fait. Il y aura des points pour les congés maternité. Ça a été dit clairement. Et donc c'est tout ça qui permettra de pouvoir partir peut-être plus tôt aussi à la retraite. Parce qu'il y a un pourcentage considérable de femmes qui sont obligées d'aller jusqu'à 67 ans pour pouvoir avoir une retraite décente. Alors voilà, on regarde en même temps aujourd'hui le montant des retraites et à peu près la différence, le différentiel qui existe aujourd'hui. Cyril Chabagnier, vous étiez à Matignon hier, vous avez rencontré le Premier ministre. Lundi, oui. Lundi, pardon. Et donc du coup, vous l'avez rencontré, vous avez parlé de cette question des femmes. On a parlé de la question des femmes, mais là où je suis assez d'accord, c'est que c'est une vision globale qu'il faut avoir. Il y a deux difficultés aujourd'hui. La première difficulté, c'est que le système est tout sauf juste aujourd'hui. On l'a dit déjà, mais à peu près d'une femme sur 4, en tout cas 22% des femmes, sont obligées soit de travailler jusqu'à 67 ans aujourd'hui, parce que 67 ans, c'est l'âge d'annulation de la décote. On parle que de l'âge légal à 62, mais il faut quand même savoir que l'âge d'annulation de la décote, c'est 67 ans. Ou alors de partir avant avec une décote. Donc 22% des femmes qui sont obligées de travailler jusqu'à 67 ans, c'est quand même une véritable problématique. Là où il peut y avoir une avancée, en tout cas pour nous, c'est qu'aujourd'hui, le drame des femmes quasiment, c'est la comptabilisation des trimestres. Pour avoir un trimestre qui est comptabilisé aujourd'hui, il faut travailler au moins 150 heures par trimestre, 150 heures SMIC. Alors il y a eu quelques améliorations, parce qu'il y a encore pas longtemps, c'était 200 heures. Malheureusement, c'est souvent les femmes d'ailleurs qui travaillent moins, le temps partiel, le temps réduit, enfin tout ce qu'on a déjà pu évoquer. Ce qui veut dire qu'une femme, je finis juste, une femme qui travaille aujourd'hui dans un trimestre 140 heures, elle cotise sur ces 140 heures et le trimestre compte 0. C'est-à-dire qu'elle devra à la fin travailler un trimestre de plus. Si demain, cette femme travaille 140 heures, comme on cotise dès le premier euro, elle aura cotisé sur les 140 heures et donc ça lui rapportera quelque chose. Donc là, déjà, ça modifie un peu le calcul. Vous dites plutôt gagnante. Pas fort là, c'est il faut pas avoir un faux discours. Ça sera pas, les femmes ne seront pas vraiment gagnantes avec la nouvelle réforme. Elles ne seront pas perdantes non plus. Si on veut vraiment d'ailleurs régler le problème de la retraite gagnant ou perdant pour les femmes, il faudra régler le problème des salaires. Tant que les salaires ne seront pas équivalents, les femmes seront toujours perdantes. Olivier Babot. Ça, c'est le véritable problème. Concernant les femmes, Jean-Paul Delevoye l'a remarqué, il faut aussi prendre en compte le fait que la revalorisation à 85% du SMIC des salaires des retraites minimales vont pouvoir aider certaines femmes et donc constituer... C'est-à-dire, je rappelle que dans cette réforme, théoriquement, il n'y aura pas de retraite inférieure à 1 000 euros. Voilà, 85% du SMIC. Non, mais ça c'est faux, parce que c'est seulement pour les carrières complètes. Or, les femmes n'ont justement pas de carrière complète. Ce qu'il faudrait dire, c'est que... on nous avait annoncé une réforme qui serait extrêmement simple. 1 euro cotisé donnerait les mêmes droits à tout le monde. On voit bien aujourd'hui que cette simplicité n'aura pas lieu, de toute évidence, parce qu'on prend effectivement en considération les choix familiaux, les enfants que vous avez pu élever, la pénibilité, donc énormément de choses qui vont faire que le système, qui devait être extrêmement lisible et très simple, ne sera ni lisible ni C'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça qu'on essaye de comprendre alors, ici. Le débat sur les perdants, alors là, il fait que commencer, parce que je peux vous dire un truc tout de suite, il y en aura forcément. Pourquoi? Parce qu'on nous disait que c'était une réforme technique, mais c'est forcément une réforme de paramètres. Pourquoi? Parce qu'on a voulu, et on l'a eu, une retraite par répartition. Ça veut dire que ce qui sort à un moment donné en pension, c'est ce qui rentre au même moment en cotisation. Or, vous savez bien que l'évolution démographique fait que dans les années 60, il y avait 4 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,7. Puis bientôt, on sera à 1,5 et probablement 1 pour 1. C'est donc pas tenable. Il y a 3 possibilités. Soit vous cotisez plus, soit vous travaillez plus longtemps, soit vous avez moins de pension. Et ça sera un petit peu de ces 3 choses-là. Le gouvernement privilégiant l'idée qu'il faudrait qu'on allonge un petit peu la durée du travail. Donc, de toute façon, si vous comparez à ce qui se fait aujourd'hui, il y aura énormément de perdants. La condition qui est évidemment sous-jacente de la réforme du gouvernement, c'est qu'il va falloir travailler plus. Alors bon, c'est une autre question, mais enfin évidemment, les femmes aussi, c'est ce que vous dites de toute façon, tout le monde. On va retrouver Constance Le Grip, elle est députée Les Républicains des Hauts-de-Seine, elle est avec nous depuis l'Assemblée nationale, merci. Alors pour vous, c'est simple, cette réforme, alors telle qu'elle est aujourd'hui, parce que Madame Gomez-Bassac nous a dit, elle évolue cette réforme, elle peut encore changer, elle peut évoluer, dit-elle, dans le bon sens. Bon, on va voir ce que ça
veut dire. Mais vous pensez les femmes gagnantes ou perdantes de cette réforme ? En l'état présent de la réforme, de ce que nous connaissons des propositions du gouvernement et notamment du haut-commissaire Jean-Paul Delevoye, les femmes sont perdantes. Clairement, en l'état présent de la réforme, encore une fois, le gouvernement rabote, diminue sensiblement ce qu'on appelle les droits familiaux. Les droits familiaux pour les familles, donc, et notamment pour les mères de famille, c'est à la fois cette majoration de trimestres, 8 trimestres pour chaque enfant élevé, c'est également la majoration de 10% pour chaque parent ayant élevé au moins 3 enfants. C'est également, on n'en a pas encore parlé sur votre plateau, c'est important, cette assurance vieillesse pour parents au foyer, qui est également l'un des droits familiaux auxquels nous sommes très attachés, qui vient compenser pour très souvent, les mères de famille qui ont dû arrêter leur parcours professionnel, soit pour élever des enfants, soit pour durablement s'occuper d'enfants handicapés. Tous ces coups de rabot sont clairement une atteinte aux droits familiaux et clairement, nous estimons, en l'état présent de la réforme, encore une fois, que les femmes, et tout particulièrement les mères de famille, dès le premier enfant, les mères de famille nombreuses très substantiellement, mais que les femmes, et tout particulièrement les mères de famille, vont être les perdantes de la réforme. Alors, Sophie Binet, on entend ce que dit Constance Le Grib, vous l'avez dit aussi de votre façon, je vais redonner la parole à Madame Gomez-Bassac notamment, mais il y a quand même une majoration de plus 5% dès le premier enfant. Il y a quand même une volonté de compenser. Oui, c'est la moindre des choses. Mais cette réforme ne fera que des perdants, et notamment chez les femmes, pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'il y a une modification dans le mode de calcul des retraites. Aujourd'hui, c'est les 25 meilleures années. Non, ça, on n'en a pas parlé. Aujourd'hui, c'est les 25 meilleures années dans le privé. Oui, non, mais sauf qu'il y a un impact particulier pour les femmes. Puisqu'on passe des 25 meilleures années dans le privé et des 6 derniers mois dans le public à toute la carrière. Pourquoi il y a un impact particulier pour les femmes? Parce que les femmes n'ont pas les mêmes carrières que les hommes. Elles ont des carrières gruyères avec des interruptions et du temps partiel. L'impact, on le connaît parce que dans les régimes à points qui existent aujourd'hui, notamment l'AGIRC, la retraite des cadres, ce régime fonctionne pareil, c'est-à-dire il prend en compte toute la carrière. Qu'est-ce qu'on constate à l'AGIRC? C'est que les écarts de pension entre les femmes et les hommes sont de 60%. Donc, alors que dans le régime général, c'est 40% et 26% après correction des droits familiaux. D'accord? Donc, première chose qui fait qu'il y aura un recul pour les femmes, c'est ce changement de mode de calcul qui prend toute la carrière et plus les 25 meilleures années ou les 6 derniers mois pour la fonction publique. Deuxième chose, les droits familiaux, on en a parlé, et la pension de réversion sur laquelle il y a des reculs, j'y reviendrai après. Et la troisième raison pour laquelle il y aura un recul pour tout le monde, mais notamment pour les femmes, c'est ce qu'a dit mon voisin, c'est que cette réforme, avec sa règle d'or et le blocage des ressources à leur niveau actuel, alors que le nombre de retraités va augmenter de 30% d'ici à 2050, elle conduit à quoi? À ce que l'ajustement se fasse sur la baisse soit du niveau des pensions, soit un allongement de la durée de travail. Pourquoi est-ce que c'est particulièrement défavorable aux femmes? Parce que justement, les femmes n'ont pas les mêmes carrières que les hommes, elles s'arrêtent pour élever leurs enfants, et tout allongement de la durée de travail leur est particulièrement défavorable. Et nous posons la question, quel projet de société dans un horizon féministe? Est-ce que c'est d'allonger la durée de travail pour les hommes comme les femmes et faire en sorte que les femmes aient des carrières d'hommes comme les autres, c'est-à-dire ne soient pas disponibles pour s'occuper de leurs enfants ou des personnes âgées dépendantes? Ou est-ce que c'est réduire le temps de travail des femmes comme des hommes sur leur vie tout entière pour permettre une prise en charge des personnes âgées dépendantes, du temps passé avec sa famille, des loisirs et de profiter de sa retraite? Valérie Gomez-Bassac. Là, je vois que l'idée même de la réforme est rejetée. Donc à partir de là, il y a quand même une nécessité de réformer. C'est-à-dire qu'encore une fois, moi je prends de la solidarité. C'est-à-dire que je souhaite un système où mes enfants pourront bénéficier dans 30 ans, 40 ans. Donc il y a des changements à faire. Si vous me dites les femmes à haut salaire risquent de perdre un peu au niveau de leur retraite, je vais vous dire oui, mais comme les hommes, de la même façon. Ayons aussi une conversation. Mais moi, ce que je vous dis, c'est est-ce que les femmes qui ont des bas salaires vont pouvoir maintenir des retraites oui. Ou est-ce qu'elles vont même un peu augmenter, vous diriez? Bien, de 5 à 10%, oui. Où sont vos simulations? Arrêtez avec les simulations. On est en train de dire justement que les simulations... Mais attendez, je le ferai dès que les annonces seront arrêtées et vous verrez que les chiffres iront avec les mots que j'emploie. Parce qu'il n'y a pas de volonté de diminuer le pouvoir d'achat des personnes. On le sait, c'est toute la politique qui est menée. Au contraire, c'est de l'augmenter. Maintenant, si on réfléchit 2 secondes, moi, autour de moi, j'ai 50 ans, autour de moi, quand je réfléchis aux femmes qui aujourd'hui ont des pensions de retraite, il n'y en a aucune
aucune. Je parle de ma mère, je parle de mes tantes, je parle de mes sœurs. Il n'y en a aucune qui ont des pensions correctes. Oui. Pourquoi? Parce qu'elles ont toutes eu des vies chaotiques, toutes. Si je fais les calculs, par exemple, la pension de reversion, eh bien, je suis désolée, vous ne pouvez pas dire qu'on ne va pas aller dans le bon sens, puisqu'on va tenir compte de 70% du revenu familial. Non, parce que la Donc, c'est pension quand même... Alors, la pension de reversion, elle c'est ne ce qu'on sera verse plus à une accessible veuve, en cas de bien divorce sûr. et elle sera seulement accessible après liquidation de la pension, alors qu'aujourd'hui, c'est à Mais partir de vous prenez des 55 cas, ans. vous comprenez, il faut réfléchir Mais dans une c'est- globalité. bah, Sinon, là, je réfléchis vous dans la privez- globalité, vous privez ça baisse plus de attention. personnes, vous privez plus de personnes que celles qui vont en bénéficier et vous créez de la Non. peur. Et ça, c'est pas acceptable. Mais c'est vous qui Aujourd'hui, créez de la les peur. citoyens Donnez ont votre besoin réforme qu'on les clairement. rassure. Et on les rassure en montrant qu'on prend des réformes qui vont dans le bon sens et qui aident les citoyens qui aujourd'hui n'ont pas eu des pensions dignes. Faites la j'ai parlé transparence aussi sur avec- votre Non, c'est pas un réforme débat et de- sur les attendez, simulations. attendez. Vous rassurez. Cyril Chabagnier, arbitrez, Je vais monsieur, essayer un peu monsieur, d'arbitrer. arbitrez. Je vais un peu essayer. On appelle les chrétiens. Je vais essayer d'arbitrer. Non, déjà, quand on parle d'allongement de la durée de retraite pour les femmes, on a l'impression que toutes les femmes aujourd'hui partent à 62 ans. Excusez-moi, encore une fois, les femmes aujourd'hui, une femme sur 4 quasiment, part à 67 ans. Donc, moi, je dois bien entendre, et même si je suis pour une réforme sur un système universel par points, ça ne veut pas dire forcément que je serai pour la réforme qui sera mise en place demain. Il y a des nuances. Mais je ne peux pas entendre dire ou laisser entendre dire que le système aujourd'hui serait parfait et que les femmes partent à 62 ans. Une femme sur 4 qui part à 67 ans, c'est quand même un vrai problème. Demain, normalement, on pourrait avoir, on verra s'il y aura l'instauration d'un âge pivot ou pas. Pour l'instant, on n'a pas d'informations parce qu'on parle quand même d'un rapport, on ne parle pas d'un projet de loi, on n'a Bien pas sûr. une ligne d'un projet de loi. Mais imaginons qu'il y ait l'instauration d'un âge pivot, comme on peut entendre par exemple. Si on a un âge pivot autour de 64 ans, ça voudrait dire qu'à ce moment-là, il n'y aurait plus aucune décote après 64 ans. On pourrait quand même gagner 3 ans. Donc ce qu'on pourrait perdre d'un côté, on pourrait gagner de l'autre. J'essaie d'avoir un regard assez objectif. Et sur le discours des 25 dernières années, pardon, des 25 meilleures années, qui sont d'ailleurs dans le système actuel souvent les 25 dernières années, parce Bien que sûr. ce sont des carrières qui étaient linéaires. C'est là, quoi. C'est un monde du travail qui est un peu dépassé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est terminé de rentrer dans une entreprise à 20 ans, de partir à 62 et d'avoir une carrière progressive et linéaire. D'ailleurs, plus vrai chez les hommes que chez les femmes. Justement, pour ça que c'est les Aujourd'hui, 25 meilleurs et pas les 25 dernières. Oui, mais je dis aujourd'hui, les 25 meilleurs dans le système qu'on a en Souvent les France dernières. sont souvent les 25 dernières. Oui. Souvent. Pas forcément. Parce qu'on a des carrières souvent assez linéaires. Dans le monde du travail de demain, c'est des changements de statut 4-5 fois au cours de sa carrière. Quand aujourd'hui vous faites un peu de salariat, un peu de chauffeur Uber, un peu de micro-entrepreneur, et puis qu'à la fin vous passez un concours pour devenir fonctionnaire, et que vous arrivez à la retraite avec 4 statuts différents, vous avez une retraite qui est juste catastrophique. Alors ça, que on si, pourra si- le changer. Voilà, alors que avec si un c'était par système par points, ce serait comptabilisé, chaque période de travail est comptabilisée avec Ben, les points, complètement. par des points. Et donc, voilà, ben, il faut que... Et Avec si- les 1000 euros, comprenne, quoi. n'oublions pas les 1000 euros. Et excusez-moi, Les 1000 euros il y a pour les 1000 carrières euros avec, complètes. avec le micro Pour une qui est- carrière qui complète. est C'est pas le revu, cas qui est à mon aujourd'hui. avis un vrai point fort. Mais si à la limite on restait dans un système où on dit voilà, on rentre dans le travail à 20 ans, on reste dans la même entreprise et on part à 62, honnêtement, le système actuel, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à changer, il est parfait. Je pense qu'on soit d'accord ou pas, moi je ne suis pas forcément d'accord sur ces évolutions, mais au bout d'un moment, il faut les constater. Quand on voit ça, il y a des choses qu'il faudra faire et le régime universel peut quand même compenser. Après, jusqu'où le gouvernement sera capable d'aller dans les compensations. Par exemple, on demande que le point soit Stabilisé, quoi, stabilisé, pourquoi, qu'il ne puisse dont pas on- baisser. bien sûr. On demande des tas de compensations au niveau des salaires, parce que Valoriser le l'une des salaire. compensations pour les enseignants, pour une partie de la fonction publique qui n'a pas de prime, ça sera aussi de dégeler l'indice de la fonction publique et d'augmenter les salaires. Pareil pour les enseignants. Qu'est-ce qui sera mis de l'autre côté en compensation? C'est ça le vrai débat. Je pense que ce n'est pas sur la réforme en elle-même, c'est sur les compensations. On va retrouver Constance Le Grip dans un instant. Olivier Babot, qu'est-ce que... Oui, c'est évidemment très compliqué parce qu'en France, on mêle 2 types de solidarité. Il y a d'abord la solidarité avec nous-mêmes, c'est-à-dire que la retraite, c'est en fait une réponse au problème des préférences intertemporelles, comme on dit chez les économistes. C'est-à-dire le fait que, Expliquez-nous. naturellement, on ne jouerait pas les écureuils en mettant des petites noisettes de côté pour nos vieux jours. Et donc l'État nous dit, mais si, faites-le, je vais vous forcer à le faire même. Voilà, c'est ça le système de retraite, c'est on vous force à être solidaire avec vous-même quand vous ne serez plus aussi jeune. Et le deuxième étage de la fusée, mais qu'on confond et qui fait qu'on ne sait plus de quoi on parle, c'est la solidarité nationale. C'est-à-dire le fait qu'on va mettre des systèmes de compensation pour des gens qui n'ont pas de revenus suffisants pour éviter l'extrême pauvreté. Qu'on va mettre des systèmes pour compenser une pénibilité qui aurait fait qu'on n'aurait pas pu travailler aussi longtemps, etc. Et donc c'est le fait qu'on va mixer les deux qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus très bien et on a tous l'impression qu'on a tous envie de travailler aux dépens du travail des autres. Alors que la réalité, c'est que fondamentalement, notre travail dans notre vie active, c'est l'argent qu'on se met de
façon fictionnelle, puisque c'est pas comme ça que fonctionne ce système de répartition, l'argent consommé pour plus tard de côté, et donc celui qui va cotiser beaucoup va avoir beaucoup à la fin. C'est une logique en fait absolue de noisette d'écureuil, si vous voulez. Le reste, c'est la solidarité nationale. Voilà. Constance Le Grip, vous avez entendu, y compris pour des carrières de femmes aujourd'hui qui bougent, oui. Les points, ce sera comptabilisé. En revanche, effectivement, on peut avoir d'autres questions, bien sûr. Sophie Binet les posait sur les mères de plus de 3 enfants ou sur les mères en général. Mais le rapport au travail, la comptabilisation du travail sera différente avec les points. Clairement, la comptabilisation sera différente. La question du point débouche immédiatement sur la valeur du point. Et nous appelons instamment l'exécutif à prendre des engagements très clairs pour ce qui est de la valeur du point. C'est tout de suite l'interrogation qui est posée. Moi, je voulais revenir sur l'importance que nous attachons, nous, les Républicains, aux droits familiaux. Je crois comprendre d'une ou deux phrases prononcées par le Premier ministre hier qu'il a entendu certaines des alertes que nous lançons, que de nombreuses associations familiales ont lancées, que la CFTC également a pu lancer, et qu'il a pris des engagements pour un maintien pérenne de ces droits familiaux. Ça veut bien dire qu'il y a peut-être tardivement, mais néanmoins nous entendons le discours, un début de commencement de prise de conscience que, en l'état des propositions du rapport Delvoye, il y a un véritable recul pour la retraite des femmes, et notamment des mères de famille, les mères de famille nombreuses, mais pas que les mères de famille nombreuses. Nous serons extrêmement vigilants sur ce sujet, et s'agissant de l'écart, ça a été dit je crois sur votre plateau, réel, chiffré, des pensions de retraite entre hommes et femmes, ne demandons pas au système de retraite de régler tous les problèmes de la vie professionnelle, de la vie active, du marché du travail. Voilà, il y a un vrai progrès à faire pour résorber les inégalités de salaire entre hommes et femmes. Ça n'est pas au système de retraite de régler tous ces problèmes. Le système de retraite, il doit être juste, et il doit être non pas uniforme. Je reproche beaucoup au gouvernement, qui n'a que ce mot de régime universel à la bouche, de confondre en quelque sorte régime universel et régime unique. Un régime universel, il peut pouvoir prendre en compte un certain nombre de spécificités. Par exemple, des régimes complémentaires, des régimes autonomes peuvent continuer à exister, même sous l'égide d'un régime universel. Et clairement, juste un pour mot, les justement. femmes, pour les mères de famille, en raison de toute une série de contingences de leur vie familiale et de leur vie professionnelle, il faut prendre en compte un certain nombre de spécificités. Et par exemple, la majoration des 8 trimestres nous semble être quelque chose à devoir préserver. Alors, est-ce que ça peut être préservé? Je viens vers vous, mais je voulais rebondir sur le point. Parce qu'elle non, mais elle a l'air de dire que Édouard Philippe entend et que ça va faire bouger les choses. Mais il ne recule pas, c'est-à-dire qu'il est dans les consultations. Il voit les différents syndicats, il rencontre les différents syndicats, il entend aussi les différents courants de pensée Donc politiques. vous dites que tout ce qu'on dit là, ce sont que des éléments qui vont bouger encore. Qui vont permettre à M. Delevoye de terminer son rapport suite aux différentes consultations qu'il a également faites sur le terrain, et qui ont été très nombreuses, puisque beaucoup de députés ont organisé également des réunions. Et il y aura ensuite le projet de loi. Et même entre le rapport et le projet de loi, il peut y avoir des différences. Il sera là pour trancher. Juste pour revenir sur le point, en effet, la fixation du point a toute son importance. Le Premier ministre a également dit qu'il le fixerait en discutant avec les différents partenaires sociaux, et qu'il sera indexé sur les salaires, ce qui est quand même plus intéressant que sur l'inflation. Écoutons Jean-Paul Delevoye parler au Sénat, et je viens vers vous, Sophie Binet. Je désespère. Souhaiter mettre en place un système qui répond à l'exigence d'équité, les mêmes règles pour tous, que la retraite soit le reflet du travail, que nous embarquions plus de solidarité et plus de redistribution, notamment vis-à-vis des femmes. Les simulations que nous formulons, c'est que les pensions des générations 80 et 90 des femmes augmenteront de 5 à 10%. Voilà. Pour Jean-Paul Delevoye, les pensions des femmes nées à partir de 1980 seront supérieures de 5 à 10% à celles d'aujourd'hui.
Non mais là ça devient du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que d'un côté on a un gouvernement qui nous dit mais notre projet n'est pas écrit, on ne sait pas, et de l'autre il y a Jean-Paul Delevoye qui nous sort des chiffres du chapeau dont c'est. C'est une simulation. Oui mais simulation sur quelle base? Donc à un moment je pense, première chose, qu'il faudrait que le gouvernement assume un discours de vérité et de transparence sur c'est quoi sa réforme, ça va être quoi son impact sur l'ensemble des salariés, et publie des simulations au lieu de dire tout et son contraire un jour et le lendemain. Non, le rapport on l'a puisqu'il y a un rapport de Delevoye qui a été présenté en juillet. Donc il y en a un nouveau le 10 décembre. D'accord. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que cette réforme sera structurellement défavorable aux femmes. Pourquoi? Parce qu'elle prend en compte toute la carrière et plus les meilleures années, et que ça, c'est très défavorable pour les carrières heurtées. Deuxième chose, c'est que la réforme sera défavorable parce qu'elle bloque les ressources et elle conduit à soit baisser le niveau des pensions, soit allonger la durée de cotisation. Et enfin, je crois que les Françaises et les Français méritent mieux qu'un débat caricatural. C'est pas parce qu'on est en désaccord avec votre réforme qu'on est pour le statu quo. Nous, on pense que le système actuel, il est totalement insatisfaisant pour l'ensemble des salariés, mais notamment pour les femmes, parce qu'il y a 40%, 26% d'écart de pension une fois corrigé. On pense qu'il faut supprimer la décote, revenir sur les 10 meilleures années, avoir des surcotisations sur la question des temps partiels. Et comment est-ce qu'on finance tout ça? Eh bien justement grâce à l'égalité salariale. Réaliser l'égalité salariale, ça permet de faire rentrer plus de cotisations dans les caisses et donc d'avoir des ressources pour payer de meilleures retraites. Finalement, quand est-ce qu'on sanctionnera enfin les employeurs et qu'on les mettra à contribution pour faire rentrer de l'argent dans le système de retraite? Ce débat sur les retraites, il peut nous permettre déjà d'avancer sur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il peut permettre d'avancer aussi sur le débat sur les salaires, sur l'avant-retraite d'une certaine façon. Forcément, puisque par exemple sur les enseignants, il y a un discours de Jean-Michel Blanquer, on verra ce que ça donnera, qui dit comme il n'y a pas de prime ou très peu de prime pour les enseignants, il y aura une obligation d'augmenter le salaire des enseignants pour que les retraites par point soient équivalentes à celles des autres fonctionnaires, par exemple. Oui. Donc en fait, est-ce que c'est ça auquel on va arriver avec la discussion, le débat dans le fond auquel on assiste aujourd'hui, sur lequel vous nous dites ça va encore changer, ça va encore bouger, peut-être qu'on va obtenir des satisfactions sur des domaines qui déjà sont inquiétants aujourd'hui, Olivier Babot. Il faut revenir sur un point clé, c'est le blocage des ressources. Moi, c'est là-dessus que je veux entendre le gouvernement. Pourquoi cette règle d'or de blocage des ressources alors que nous savons que le nombre de retraités va augmenter de 30%? C'est ça la question. On est tous dans le même navire sur cette retraite, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où l'argent qui va être versé, encore une fois, c'est l'argent qui est versé par des gens à un moment donné. Vous avez des pensionnés qui touchent parce qu'il y a des cotisants. Et donc soit les cotisants payent plus, soit les pensionnés ont moins. Ou soit vous faites payer la différence par le déficit, mais c'est une façon de faire payer, d'être une autre version de la clause du grand-père, qu'on peut appeler d'ailleurs plutôt clause du petit-fils, c'est-à-dire faire payer plutôt aux plus jeunes, voire aux gens qui ne sont pas nés, parce qu'ils ne risquent pas de s'exprimer, le déficit d'un système qui doit à un moment donné être équilibré. Alors, il y aurait une très bonne façon de l'équilibrer aussi, si on est dans les solutions faciles, c'est de supprimer le chômage. Parce que si vous n'avez plus de chômage, vous avez plus de cotisants, effectivement, vous êtes à l'équilibre. Augmenter les cotisations, c'est simple, et nous, on est pour. On a fait le calcul pour avoir la retraite à 60 ans, avec 75% de taux de remplacement, il faut augmenter de 10 € par mois les cotisations pour un salaire de 2 500 €. 10 € par mois, dont 6 à la charge de l'employeur. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler de ça? J'ai aussi une solution pour réduire le déficit. On peut parler, je suis pour, là comme ça je ne répondrai pas, mais en tout cas on peut, attendez, l'économiste peut-être, mais ce qui est certain c'est que toutes les discussions encore une fois sont ouvertes. Et je tiens encore à dire que les personnes qui sont proches de la retraite ou celles qui ont acquis 100% de leurs droits ne verront aucun changement. Donc il faut également rassurer les personnes qui sont déjà... Oui, là on parle des générations. Dans le rapport Delevoye, on parlait des générations à partir de 1963, nées à partir de 1963. Ce qu'on comprend petit à petit, c'est que on va partir un peu plus loin. Ça va aller à 73, à 75. Enfin, on va bouger. On va sacrifier la jeunesse. Il va y avoir des phases de transition. On va sacrifier les jeunes. On comprend ça en tout cas. On va aller plus vers des gens nés plus tard, effectivement. Et qui sont plus ouverts aux discussions, parce que déjà quand vous demandez à un jeune il est déjà persuadé que de toute façon il n'aura pas la retraite plus tard. Oui, donc c'est sûr que si on les baisse encore plus, on ne veut pas le baisser. On veut rendre un système juste et équitable. Et donc pourquoi avoir des modalités de transition dans ce cas-là? Si c'était une bonne réforme, dans ce cas-là, on réclamerait tous à l'avoir. Et donc on sacrifie les jeunes en fait. Non, parce qu'il y a des systèmes de retraite. Juste sur le déficit, on n'a pas aujourd'hui un problème de dépenses. On a un problème de recettes. Il y a quand même eu aussi certaines réformes qui sont passées, je pense notamment avec la loi Pacte, qui a donné des exonérations et donc de l'argent en moins qui rentre dans les caisses. Donc c'est aussi une autre façon de penser. Toujours on entend il y a un problème de dépenses. C'est moins un problème de dépenses qu'un problème de recettes. Tout à fait. Donc ça, c'est qu'il faut quand même aussi pouvoir le dire. C'est assez important. Après, je pense, oui, que dans cette réforme, il y a aussi des moyens de
Pas forcément la clause du grand-père ou la clause du petit-fils, mais Elle a l'air mais il y exclue, a hein, aussi soyons des clairs. réserves. Elle a l'air exclue. Je vous rappelle qu'en 91, on a créé... Pourquoi on ne dit pas celle de la grand-mère et celle de la grande-fille d'ailleurs, C'est de vrai, la il petite faudrait un peu fille. féminiser. Allez, on va Vous avez changer un vu peu. Mais non, parce que quand c'est pas bien, c'est Allez, parce on va que quand changer. c'est pas bien, c'est masculin, justement. C'est ça qu'on dit grand-père. Quand c'est pas bien, c'est masculin. Non. Mais juste pour vous dire Ah, qu'il j'aime bien ça. y a quand même un fonds de réserve de retraite qui a été créé en 1991, justement pour pouvoir, sous l'ère Jospin, pour pouvoir passer le cap de la démographie des années, alors 2025, pas tout à fait, plutôt 2030-2035. Ce fonds de réserve donc n'est plus alimenté depuis la réforme Fillon, mais continue d'ailleurs à rapporter de l'argent parce qu'il y a des placements. 37 milliards d'euros dans ce fonds de réserve créé pour passer le cap de la démographie. On pourrait aussi un peu l'utiliser quand même pour pouvoir absorber les premières années de déficit. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci. Voilà, c'est une réforme en évolution, perdante ou gagnante. On verra notamment ce rapport du 10 décembre. Entre-temps, il y a la grève du 5 décembre et ses suites. On verra aussi de quelle façon ça infléchira le discours du gouvernement. Restez avec nous, on continue à en parler parce qu'on se demande avec Alain Duhamel et Eugénie Bastier du Figaro, comment réagit la droite sur ces questions. Est-ce qu'elle est dépassée? Et comment réagit le Rassemblement national qui dit soutenir la grève mais qui en même temps ne veut pas aller aux manifestations? À tout de suite.